Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. S'il faut le déguster avec modération, rien ne nous interdit d'en parler jusqu'à plus soif. Ce soir, Nicolas Strombone et Christophe Keorboli revisitent les mots du vin. Marie-Jo Arrigui-Landine sera, elle, plutôt dessin avec les 2 tomes de la BD Le Vin et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nicolas Strombone. Christophe Keorboli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous deux des spécialistes du vin et œuvrez maintenant depuis plusieurs années à la transmission et à une meilleure connaissance de cette composante de l'identité. Nicolas Strombone, on commence avec vous. Je rappelle que vous avez été élu meilleur caviste de France en 2011. C'est ça ? Lui, c'est un spécialiste, mais il en boit beaucoup pour être spécialiste. On viendra après sur ce problème-là. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Mais nous, quand on boit, on recrache. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça, très bien. Tout à fait. Vous nous expliquerez tout ça un petit peu plus tard. En quoi le vin est-il un marqueur identitaire ? En quoi est-il une richesse pour un territoire ? C'est une question compliquée, ça. Pas pour vous. Non, pas pour nous. Essaye de répondre, tu réponds. Alors, je crois que tout seigneur, tout honneur, non, le meilleur caviste 2011. Le vin, en tout cas, en Corse, il porte la singularité de ses cépages, donc l'identité, donc le poids de l'histoire, à condition qu'on sache retrouver son histoire, le bon chemin, cultiver et puis bien sûr transmettre. Christophe, même question. Oui, moi je pense que oui, effectivement, les cépages jouent un grand rôle dans l'impulsion locale. C'est vrai que le vigneron aussi, moi j'ajouterais quand même la touche du vigneron. Forcément, on a des caractères qui marquent le vin d'une certaine manière, et puis les vignerons locaux ont un caractère bien trempé, et souvent on retrouve le caractère de ces vignerons dans leur vin. Oui. Et puis si on peut ajouter le caractère topographique de l'île, puisqu'on dit que si on parle du vin de Corse, bien entendu, c'est un vin de montagne, puisque le relief montagneux influe au moins autant que la situation méridionale de l'île. Est-ce qu'il est possible de donner une définition des vins de Corse ou des vins corses ? C'est un vin de montagne. D'accord. C'est un vin de montagne, c'est un vin de Piémont. On a le seul vignoble qui soit au monde qui soit équidistant mer-montagne. Et ça, c'est très important puisque c'est sa singularité, c'est sa signature. Alors Christophe, vous êtes sommelier. Votre restaurant La Gaffe à Saint-Florent a été récompensé par le prix de la meilleure carte des vins de France. Oui, c'est ça ? Oui. Alors expliquez-nous comment vous avez composé cette cave idéale. Alors c'est une question qui est très pertinente parce que depuis qu'on a eu ce prix, on ne nous l'a jamais posé dans ces termes. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qui a fait la différence ? Puisque le jury a vu 8000 cartes et on a sorti une. Alors déjà, je voudrais préciser que c'est sur la catégorie des restaurants traditionnels et gourmets, puisqu'il y avait quand même 6 catégories. Hein. Je ne suis pas le grand vainqueur. Ça viendra. Tu es le grand vainqueur dans ma catégorie, je suis... Non, il faut l'être. Avec le vin, il faut l'être. Alors, ce qui peut faire la différence, finalement, avec nos voisins... Alors, nos voisins encore, j'étais le seul, malheureusement, et justement, ça me permet de lancer un appel à mes collègues. Il faut absolument concourir, parce que ça ouvre beaucoup de portes, et c'est bénéfique pour l'ensemble de la profession. Ma carte, c'est très simple. Hein. Je crois qu'il faut une proposition exhaustive sur la région. On est en Corse, donc je me dois d'avoir... une offre très très large, mais également... Il faut boire beaucoup. Il faut boire beaucoup. Consommer avec modération. Avec modération, je le rappelle. Pour pouvoir, oui, mais on crache toujours. Toujours. Donc une offre très importante dans la proposition, mais également en profondeur, donc avec des vieux millésimes. Ça, c'est pour la partie Corse. Après, je crois qu'il faut des étiquettes, parce qu'on a des consommateurs qui recherchent quand même des repères. On a besoin de les... Des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Il faut du bio et du nature, parce que c'est tendance, et puis parce qu'on a une vraie clientèle qui demande ce type de vin. Et puis moi j'aime bien avoir la petite touche un petit peu exotique, la petite perle qu'on a trouvée pas chère et qui met des pépites dans les yeux à tout le monde. Et la carte doit s'articuler en gros sur ces quatre axes-là. Vous, Nicolas, pour faire votre sélection, c'est un peu le même principe que Christophe ? Je goûte. Beaucoup. D'accord. Avec modération. Non, il faut voyager, mais c'est vrai qu'une carte de vin, c'est un peu le contre-exemple d'une carte de restaurant. Une carte de restaurant, pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait peu de plats,
des choses frais, des choses qui sont très renouvelées. Le vin, c'est tout à fait le contraire. Il faut qu'il y ait beaucoup de stock, il faut qu'il y ait des directions très différentes. Et en fait, une carte de vin, c'est une boîte à outils. Il faut des vins pour l'apéro, il vous faut des vins pour des apéros chics, des apéros dînatoires, pour des dîners, pour des grands dîners, pour des dîners très solennels. Donc tout ça, c'est des grandes boîtes à outils. Et une belle carte, c'est une grande caisse à outils avec plein de choses différentes, avec bien évidemment derrière une connaissance, je crois, bonne, parfaite des gens qui ont œuvré pour faire ces bouteilles-là. Alors justement, dans vos professions, il y a une vraie dimension de conseil, mais encore faut-il savoir vous exprimer nos envies. Alors c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec les mots du vin, si vous voulez bien. Les mots MOTS. C'est ça. On ne nous targue pas encore d'être... Non, les mots MOTS, vous avez bien compris. Si je vous dis arôme, bouquet, tannique... C'est compliqué tout ça. C'est un peu compliqué alors. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que tout le monde a un vocabulaire, qu'on est capable de s'en servir, qu'il ne faut pas être complexé, et qu'en fait finalement le vin c'est deux choses. Il y a effectivement une approche un peu... Il y a un solfège à connaître. Un solfège, il faut que tout le monde s'accorde sur des mêmes termes, mais qui est un solfège très simple. On a besoin de connaître 10-15 mots de vocabulaire pour savoir de quoi on parle. Et la vision du vin, elle est double. Il y a d'abord une vision très objective, c'est-à-dire que si on dit que ce plateau est de couleur bleu marine strié de orange, si je vois bien, on peut s'accorder sur les couleurs. Bon, c'est quelque chose de très objectif. Si ce plateau vous plaît pas, vous déplaît, vous adorez, ça c'est quelque chose qui vous regarde. Donc dans le vin, nous on va s'intéresser à la première partie, c'est-à-dire la partie très objective. Un vin a une forme, une épaisseur, un toucher de bouche, c'est-à-dire qu'il peut être rugueux, anguleux, soyeux, plaisant. C'est des termes qui sont très simples. Rugueux, c'est la toile de jute, soyeux, c'est la soie. Il peut être charnu. Christophe, c'est quelqu'un qui est svelte. Moi, je suis charnu, donc c'est très simple à comprendre. Beaucoup plus élancé. Moi, je suis plus en rondeur. La preuve, on a des vins, voilà, effectivement. Donc, on a des vins, mais l'allégorie, enfin, c'est facile de faire des comparaisons entre les hommes et le vin, puisque on va parler de squelette, on va parler de chair, on va parler de charisme, on va parler d'hermétisme, on va parler de vins loquaces, de vins qui sont moins loquaces, des vins qui sont ouverts, des vins qui ne le sont pas. Donc, c'est des termes qui s'y assez bien aux hommes avec un grand H. Mais comment on fait cette éducation-là ? C'est pas forcément inné, on a des fois du mal à mettre des mots sur un goût. Ben, en fait, c'est assez simple. Il faut d'abord savoir ce que veulent dire les mots. Quand on parle de longueur, un vin qui est long, qu'est-ce que c'est un vin qui est long ? Il n'est pas long parce qu'on le tire de la bouteille, il n'y a pas une forme physique. La longueur, c'est le nombre de secondes, ça se mesure, une unité qui s'appelle la caudalie, vous connaissez bien caudalie, c'est les produits de beauté. Donc la caudalie, c'est une unité de mesure qui correspond à une seconde. Donc on avale le vin et on compte le nombre de secondes pendant lequel il reste en bouche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longueur du vin. Ça veut dire aussi qu'il est issu d'un très très grand terroir. Plus les terroirs sont nobles et grands, plus la longueur est importante. Voilà, la longueur, ça se mesure tout simplement. C'est pas très compliqué. Alors, Christophe. Après, moi, je rajouterais, c'est intéressant, effectivement, il faut le solfège, il faut un code. Après, ça dépend du moment, ça dépend des personnes avec qui on déguste, ça dépend si on est restaurant en train de proposer le vin. Je crois qu'il faut rester quand même très simple. Il ne faut pas essayer de faire croire, d'intellectualiser qu'on est des experts parce qu'on maîtrise le vocabulaire. Non, le vocabulaire, on ne peut plus simple. Et puis la qualité première, notre qualité première, c'est d'écouter quand même le client, plus que d'en parler. Parce qu'on peut un peu apeurer le client. Ce qui est important, c'est si on utilise le vocabulaire, c'est savoir en fait, pourquoi on aime le vin ou pourquoi on ne l'aime pas. J'aime le vin parce que j'aime le côté, le bouquet, donc le parfum avec de multiples arômes, ça s'appelle un bouquet. Donc c'est un terme technique, mais une fois qu'on apprend qu'un bouquet de fleurs, c'est plein de fleurs avec plein de couleurs différentes. Mais le bouquet de vin, c'est pareil, c'est plein de couleurs qui chez nous sont des parfums. Et si on vous dit par exemple fruité, sec, végétal, minéral? Il y a des familles aromatiques comme il y a des couleurs. Il y a des nuances de couleurs. Il y a le bleu, le rouge, le jaune. On sait que le vert est un mélange de jaune et de bleu. Bien évidemment, ça me troublait, pardon. Mais voilà, donc dans notre métier, il y a aussi des mélanges de parfums et des grandes familles. Donc dans les grandes familles, c'est les familles de fruits, les familles de fleurs, les familles qui se rapportent aux cuirs, aux épices, ce qu'on appelle les familles empyromatiques, de pyros, brûlés. Et ensuite, les couleurs mixées. Donc le vert, chez nous, ça serait les épices, par exemple, qui sont
qui sont des familles matinées de bois, de bois, le contenant qui amène du bois, mais le cépage aussi qui peut emmener des goûts de bois, et des notes, par exemple, poivrées. Ça, c'est ce qu'on appelle les saveurs matinées. Donc c'est assez simple. Donc les vins qu'on définit comme des vins simples sont des vins qui ont une seule arôme. Vous sentez le vin, ça sent le fruit, ça c'est un vin simple. Un vin qui est complexe, qui a un bouquet complexe, c'est un vin qui va sentir à la fois le fruit, à la fois la fleur, à la fois des notes empyromatiques ou des notes d'épices ou des notes de bois. Donc il joue sur plusieurs familles aromatiques. Ça fait rêver. Christophe, il y charmant, a... N'est-ce pas? Il y a l'art et la manière. Vous êtes sommelier, alors quand on dit qu'il faut décanter un vin, est-ce que tous les vins doivent être décantés? Cette action-là, à quoi sert-elle? On peut à ce stade de l'émission faire une petite distinction entre, si tu veux la faire, décanter et carafer. Tout à fait. Alors, je vous écoute. La décantation, c'est vraiment pour clarifier le vin. Moi, je crois que j'en fais très très rarement. On carafe, en oxygène, parce que le vin, on vient de l'ouvrir. C'est comme vous, quand vous levez le matin, vous avez besoin d'un petit café, d'un petit peu de temps, comme nous tous à cette table, pour nous exprimer. Et le vin, c'est un peu pareil. Moi, j'aime bien carafer le vin. On a même carafé les champagnes, mais depuis que j'ai connu un grand sommelier qui s'appelle Philippe Jamès, qui m'a interdit, en m'expliquant pas mal de choses sur la conduction de la bulle dans le liquide, etc. Mais c'est un petit peu technique. Mais évidemment, le vin se carafe, les vins jeunes se carafent. La décantation étant réservée, comme je vous l'ai dit, pour clarifier un petit peu le vin, Nicolas. Ouais, donc les vins jeunes se carafent. Alors Christophe parlait du café. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on se lève le matin, on ouvre la fenêtre de sa chambre. On a envie de faire rentrer l'air, ça nous réveille, ça nous éveille aussi. Et la décantation, c'est quand on consomme des vins vieux, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins l'habitude d'en consommer. On va séparer la partie solide, le dépôt du vin qui s'est agrégé depuis avec le temps. On va donc séparer la partie liquide de la partie solide. Ça, c'est pour la décantation. Et le carafage, on va simplement lui donner un bol d'air pour le réveiller. Alors, on va l'oxygéner. Voilà, on va l'oxygéner. Il peut durer plus ou moins longtemps. Un carafage simple, c'est 5 minutes. 5 minutes. Pour un blanc corse, moi je carafe à peu près tous les blancs corses. 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Pas plus. Et ensuite, on peut c'est ce que j'allais vous dire. Après, il y a des constantes comme ça. On peut carafer quasiment tous les vins jeunes. C'est assez simple. On risque rien à carafer un vin. De toute façon, c'est pas... Enfin, si. Il y a un vieux vigneron bourguignon qui m'avait livré cette belle pensée. Pas interdit. Il m'a dit, tu sais, si tu veux carafer en Bourgogne, tu peux. Mais c'est que tu as peut-être envie d'arriver à l'orgasme tout de suite. Alors, prends ton temps. N'est-ce pas? Donc, un Bourgogne ne se carafe pas. Un Bourgogne simplement se serre dans les verres et c'est le temps qui... Il s'apprécie. Belle métaphore. D'accord. C'est tout à fait ça. Et si un vin est bouchonné, Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire déjà bouchonné? Est-ce que ça a un rapport avec le bouchon? Alors oui, quand un vin est bouchonné, c'est qu'il sent le liège mouillé. On le sent de suite. Il y a quelque chose qui doit vous guider très simplement. C'est une maxime qui dit la chose suivante: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Dès que vous sentez quelque chose qui vous dérange, ça veut dire c'est le début de quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser, il faut attendre. Donc on sent le bouchon. Si ça sent un peu le liège, c'est pas bon. On goûte le vin. Et s'il y a une odeur qui n'est pas une odeur classique, changez de bouteille. Vous souscrivez, Christophe? Je souscris et je crois que... Après souvent, il y a des doutes. On a des clients qui ont des doutes. Comme dit Nicolas, il n'y a pas de doute. Ça ne plaît pas. Et puis le but du vin, c'est quand même de faire passer un bon moment quand même au client. Donc si ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Il ne faut pas avoir peur, on rebouche et puis on s'en sert pour faire autre chose. Alors Nicolas, vous avez organisé en janvier des ateliers autour des mots du vin. Oui. Quels étaient les mots les plus demandés ou peut-être les plus difficiles à expliquer? Les mots qui... En fait, un vin, on parle d'architecture. Quand on construit un vin, on va y construire un socle, on va y construire des murs, on va y construire un toit, on va y construire un intérieur et on va y construire un volume. Bon, ça c'est un peu technique, mais quand on va chez le médecin, on dit j'ai le larynx enflammé, il faut savoir ce qu'est le larynx. Juste savoir à un moment donné ce qu'est le larynx pour trouver la solution. Bon, donc on a besoin comme ça d'une dizaine de mots et on a besoin d'éveiller les gens à ce concept-là. Le vin a une forme, il a une largeur en bouche, il a une texture, il a une épaisseur, il a une longueur, on l'a dit tout à l'heure, il a un parfum. Toutes ces notes-là sont des notes qui sont des notes un peu compliquées parce que ça peut paraître totalement fou d'imaginer qu'un vin, ça se boit pas en 2 dimensions mais en 3 dimensions. Une fois qu'on a passé 1 heure sur le sujet, on comprend très vite que c'est quelque chose d'hyper simple. Alors vous, Marie-Jo, vous vous êtes intéressée au dessin autour du vin. Oui, tout à fait. Je me suis intéressée à 2 ouvrages qui s'appellent Le vin,
C'est simple, c'est efficace. C'est efficace. Qui sont sortis chez A Édition, HA, c'est en fait humoriste associé. Le premier, je vous donne le premier tome qui est sorti en 81 chez eux et a été réédité chez Glénat en 97. Et le second est sorti chez eux aussi en 1990. Alors ce sont deux ouvrages qui ne sont pas vraiment des bandes dessinées en fait, mais plutôt des recueils d'illustrations que l'on doit en fait à un collectif de dessinateurs très connus, parmi lesquels on peut citer Avoine, Barbe, Briden, Mordillo, Fred, Serre, Ciné, enfin voilà, il y en a toute une bande, une vraie bande d'amis. D'ailleurs, il y a la photo au début. On voit qu'ils n'engendrent pas trop la mélancolie. Et la préface du premier est de Pierre Perret. Et c'est une préface, Pierre Perret, qui est vraiment passionné par le vin, ça se sent quand on le lit. Et évidemment, il va pas se gêner pour faire une vraie apologie de ce breuvage, même s'il faut le consommer toujours avec modération. Et il écrit « Le vin est un nectar vivant, il a une adolescence tumultueuse, une maturité prometteuse, une vieillesse épanouie. La vertu du vin est inversement proportionnelle à sa jeunesse. » C'est bien quand même dans ces périodes de jeunisme, où on se dit qu'on se bonifie en vieillissant, c'est plutôt positif tout ça. Et puis dans le même esprit, parce qu'évidemment il écrit tout ça avec beaucoup de connaissances, c'est évident qu'il connaît très bien le vin, mais aussi beaucoup d'humour. Il écrit « Il en irait même de notre survie. Le docteur Guyot n'a pas craint de déclarer qu'aucune culture donne plus de soldats à la nation que la vigne. Et par ailleurs, un soldat mort de soif serait-il moins glorieux qu'un soldat mort au champ d'honneur ?» Voilà, c'est un petit peu ce ton-là qu'il emploie pour introduire ces dessins. Et pour aller aussi dans le sens de ce que vous disiez et des mots, il dit aussi « Un bon amateur hume délicatement, bien sûr, en parlant du vin, et en parle d'abord avant que d'en goûter. » Voilà, donc on en parle d'abord avant d'y mettre les lèvres. Alors là, évidemment, on apprécie les bacchanales, bien sûr, c'est un thème qui est récurrent dans le livre. On a Napo, Morillon, Blachon qui font des superbes bacchanales. On a le petit dilemme de l'œnologue là, qui est en train de foudre justement, qu'il bouche avec son doigt et le robinet qui est loin. Il ne sait pas s'il doit gâcher le vin pour récupérer le robinet ou pas. Je ne suis pas tombée dans votre piège. On a le couteau suisse idéal aussi de Briden. C'est un couteau suisse qui n'a absolument que des tire-bouchons. Finalement, le reste ne sert à rien. Le baptême aussi de Serre, qui est assez drôle, avec la bouteille qui est lancée, bien sûr, comme toujours sur les navires. Mais là, il s'agit d'un enfant. Mais c'est pas grave, le prêtre et les parents sont tout à fait ravis. Voilà, et puis on a aussi cette petite image autour du vocabulaire. Non, celle-ci, on ne va pas la montrer. Non, je m'en occupe. Autour du vocabulaire, merci. La précédente peut-être. Ensuite, le second tome, il est préfacé par Romain Bouteille, le bien nommé, qui est comédien, auteur de théâtre. Je ne sais pas si vous voyez qui est Romain Bouteille. Alors moi, le texte me plaît moins. C'est un texte qui est plus noir, plus sombre, avec une phrase par exemple comme « Le vin ne fait pas de l'homme un déchet, il fait d'un déchet discret un déchet indécent dans le paysage publicitaire ». Moi, j'aime pas ça. Enfin, ça veut simplement dire que ça gonfle tout, quoi, que ça amplifie les choses. Je trouve que c'est moins positif. Je préfère quand même le texte de Pierre Perret. Avec un nom pareil au Gorge, il fallait qu'il s'en sorte. Il est plus virulent, son texte. Il est quand même un peu... Mais on découvre encore l'irrévérence de Blachon, l'humour de la ville, etc., etc. Et puis, je voulais quand même faire un petit hommage à Marcel Petriccioli, qui aurait aimé faire cette chronique et qui me disait quand même, pense au bref de comptoir. Pense à ce cher Jean-Marie Gouriot qui vit depuis 1997 de l'art d'être tout le temps au bistrot. Il dit quand même, finalement, c'est vraiment merveilleux. Et donc, pour notre libraire préféré, c'est un modèle. Donc, pensons au bref de comptoir, effectivement. Vous connaissiez ces ouvrages ? Non, mais j'ai envie de m'y plonger. N'est-ce pas ? Je l'aime, n'est-ce pas ? Le premier, je l'aime. Le premier tome. Oui. Il n'aime pas le deuxième, il n'aime pas les choses noires. C'est un... Après, les dessins restent très, très beaux et très ou drôles ou poétiques, parce qu'il y a des choses qui sont plus poétiques. C'est drôle en général, mais bon. Mais voilà. Mais c'est l'introduction, elle me séduit beaucoup moins. Oui, je comprends. Nicolas, Christophe, je vais vous montrer un portrait. Vous allez me dire si vous connaissez ce monsieur ou pas. Alors, il s'agit, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Pierre Perret, oui. Pas encore. C'est pas Pierre Perret. Non, c'est pas Pierre Perret, c'est un peu plus exotique que ça. Alors voilà, le connaissez-vous ? Au moment, on a le vieux port de Bastia. Alors. Oui. Oui. Vous le connaissez ? Ah, oui. Bien sûr. Alors, Monsieur Rudy Kurniawan, de son nom chinois Zhen Wang Huang,
Alors, il était considéré comme un des plus grands connaisseurs, collectionneurs et marchands de vin au monde, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper pour le poteau rose. Voilà. La bouteille au rose. L'escroquerie du siècle, en tout cas dans le domaine viticole. Il a été condamné à 10 ans de prison en 2014, 28,5 millions de dollars d'amende à verser à 7 de ses victimes. 7 seulement se sont fait connaître. C'est rien à côté de ce qu'il a pu... Exactement. Et c'était un grand faussaire. Boire et déboire, c'est l'expression. Exactement. À une échelle, on va dire, beaucoup plus modeste et raisonnable, est-ce qu'il faut mettre en garde les consommateurs sur les trop bonnes ou les trop belles affaires? Alors, non, mais c'est moi qui vais répondre là, parce que Tu veux. pour être sûr de ne pas se tromper, moi je connais une adresse où en général on achète du vin bien conseillé. Alors, écoute, nous déjà, nous avons la malchance ou la chance de ne jamais vendre ce type de bouteille-là. Je connais peu de faussaires qui essaieraient de recopier une bouteille de Myrtus. Bon, ça reste notre cœur de commerce. Voilà, on parle de Grand Bordeaux, on parle de vins comme la Romanée Conti, de millésimes très très anciens, et ça reste quand même. Il faisait des mélanges entre différents breuvages. Ça reste des marchés qui sont très 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 éloignés des nôtres, même si on a souvent targué le vin corse de vins de coupage, de vins qui étaient tantôt d'ici, tantôt de là-bas. C'était il y a 40 ans, c'était sous d'autres cieux, pour d'autres raisons. Et fort heureusement, ce temps-là est bien loin de nous. Christophe, quelque chose à ajouter peut-être? Oui, déjà, moi, les chiffres que vous annoncez, là, ça me paraît fou. Et comme je reprends ce qu'a dit Nicolas, on n'est pas habitué ni à boire, ni à vendre ce type de bouteille. Nous, un grand vin, c'est un tarador. C'est des choses qui sont déjà... C'est un vin de Jean-Charles Batouche. C'est des choses qui sont déjà un petit peu chères en local. Mais pour atteindre ces sommes-là, c'est quelque chose de complètement fou. Après, se laisser avoir, en effet, je crois qu'il y a un marché qui existe. Il y a des spécialistes qui sont là, justement, pour en parler. Il y a des bouquins qui vous donnent la cote des vins. Et puis, pour pas être pris pour un imbécile, je crois qu'il faut suivre les sentiers bien éclairés et faire appel aux professionnels de la profession. Ou rester, comme je vous disais, sur des bons vins corses. Et puis en étant très trivial, quand on met 20 € dans une bouteille de vin, il y a peu de chances qu'il y ait un faussaire derrière. D'accord. Mais là, juste, oui, cette escroquerie, c'était quoi en fait? C'était des contrefaçons ou des vins surcotés? C'est un monsieur qui récupérait des bouteilles vides, qui faisait des étiquettes, qui les remplissait avec des blindes qui étaient des blindes plutôt intelligents quand même, bien faits. Ça ressemblait vraiment. Ça ressemblait vraiment au vin. En fait, il s'est fait prendre le jour où il a mis un mauvais millésime sur un cru qui n'avait jamais été produit dans ce millésime-là. D'accord. Le propriétaire s'en est aperçu et puis. Donc c'était fin quand même. C'était très fin. Il reproduisait tout. Une deuxième photo rapidement. Ce monsieur, Peter Kwok. Alors, c'est un homme d'affaires de Hong Kong qui aime beaucoup les Bordeaux, on va dire. Il a racheté 6 domaines dans cette région-là. Alors, contrairement à ses petits camarades asiatiques et chinois en particulier, qui expédient toute la production vers la Chine, lui est resté avec des partenaires et des filières locales. Il n'envoie que 20% de la production en Chine, 80% de la production est distribuée un peu partout dans le monde et reste en France. Alors là encore, toute proportion gardée, est-ce qu'on peut imaginer que des investisseurs étrangers soient intéressés par des vignobles insulaires? Oui, si un jour il y a une spéculation. Si un jour il y a la capacité à vraiment faire de l'argent à une demande internationale, probablement, on n'en est pas encore là. On démarre à peine avec Bordeaux. On commence un tout petit peu avec la Bourgogne. Donc avant nous, il y aura le Rhône, la Champagne, la Loire, le Languedoc. Donc on sera en 9e ou 10e position, peut-être dans 200 ans. Et s'agissant de l'export des vins corses, Christophe, vous êtes engagé dans cette démarche? Oui, je suis un petit peu moins depuis quelques semaines, mais j'ai pas mal bourlingué, pour parler un petit peu trivialement, au Mexique notamment. Et puis ailleurs, il y a une demande. Finalement, j'ai pu connaître beaucoup de Corses qui vendent du vin corse à l'étranger. Kim Colonne à Québec, Laurence Sarri sur les pays nordiques, notamment. Il y a un vrai marché. Après, je crois que les vignerons vont devoir faire des choix. Je crois que
On est au balbutiement de l'export. Après, certains ont déjà bien avancé, notamment sur les États-Unis, où le marché est déjà mature et il y a une vraie demande de vin corse. Mais il est vrai qu'il y a, je pense qu'avec ce que produisent nos vignerons aujourd'hui, on peut faire le tour du monde. On n'a pas à rougir devant les autres. Voire, on devient un produit de par la faible production et la qualité, parce que c'est quand même ces deux paramètres qui font que on est plutôt demandé, oui, fortement demandé. Et puis la Corse a le vent en poupe. C'est bien. Et un ouvrage qui s'est bien exporté, c'est votre livre, Nicolas, du pain, du vin, des oursins. Et la Corse a le vent en poupe. Exactement. Et la Corse a le vent en poupe, je le montre à l'écran. Christophe, Nicolas, un grand merci. On se retrouve très vite. Revenez nous voir quand vous voulez. Marie-Jo, bonsoir. Bonsoir. Merci. À très bientôt. Oui, très bientôt, je pense. C'est ça, on s'appelle. On s'appelle, d'accord. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui et ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Style. Merci beaucoup.